Merci de votre attention. Excellent début de semaine à tous. L'actualité ce soir début ce lundi du Forum national de l'eau et de l'assainissement. 3e édition de ce rendez-vous. Un exercice d'évaluation des actions et des politiques en cours dans le secteur à suivre tout à l'heure. La route nationale numéro 34 Saint-Joseph-Kégué échangeur. Reprise des travaux, soulagement des riverains. Ils s'expriment, vous allez les entendre dans ce point sur l'état d'avancement du chantier. L'Égypte vote depuis ce lundi pour élire son président de la République, scrutin sur 3 jours. Quelques 60 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Suffrage brigué par 3 candidats, dont le président Abdel Fattah al-Sisi. Enfin, ce concours national des groupes musicaux pour la paix, il est lancé samedi dernier. Les notes doivent célébrer donc la paix et le vivre ensemble. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Elle s'étend sur 2 jours et déjà ce matin, le temps est donné pour la 3e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement. Il sera essentiellement question de revisiter les actions et les politiques en cours dans le secteur. Pierre Sessou. L'eau dans tous les ménages est accessible à tous. Tout l'enjeu de cette précieuse denrée se joue au jour le jour à l'échelle mondiale et au Togo. De l'eau potable à tous et en quantité, le chantier est encore grand de taille et le concours de tous est jugé indéniable. La 3e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement se hisse à la hauteur des défis. Elle rassemble ici les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. L'idée maîtresse, partager l'eau, ce qui amène à assurer la mobilisation citoyenne et populaire et promouvoir le dialogue multi-acteurs autour de la problématique. La communauté internationale a instauré ces rencontres pour échanger avec l'ensemble des acteurs d'eau et d'assainissement, depuis la base jusqu'aux décideurs. Il y aura 4 panels qui seront ouverts avec des communications et permettre à l'ensemble des participants d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs préoccupations en vue de l'amélioration de l'accès à toutes ces denrées que nous appelons eau potable et assainissement de base. Le forum se tient tous les 3 ans et fait suite aux Journées mondiales de l'eau. L'édition 2018 veut renforcer les bases des politiques réelles devant solutionner à court et à long terme les difficultés inhérentes à l'accès à l'eau potable. Les objectifs de développement durable l'exigent. On doit pouvoir d'abord mieux se situer et savoir qu'est-ce que nous aurons à faire, d'où les tests que nous sommes en train d'adopter. Il y a la politique nationale de l'eau et de l'assainissement qui est en cours d'adoption. Nous allons l'adopter et accompagner de tout ce que nous aurons comme test d'application. Il y a la réforme politique tarifaire qui concerne un peu le secteur, le milieu urbain. Les tarifs actuellement qui sont appliqués au niveau de la Société togolaise des eaux datent déjà il y a plus de 20 ans. Au Togo, selon les statistiques, 50% de la population a accès à l'eau potable. En milieu rural, on estime à 55% le taux de desserte en eau. Les acteurs relevant du secteur tablent sur une inversion de la tendance d'ici à 2020. On plaide pour qu'au moins 0,5% du PIB soit alloué à l'assainissement et à l'hygiène. Au moins 5% du budget national pour l'approvisionnement en eau, pour que chacun puisse boire à sa soif. Et nous parlions d'eau de façon générale. Voici une plante qui en a suffisamment besoin aussi pour sa production, sa croissance, la canne à sucre. Plusieurs variétés sont actuellement en phase d'expérimentation, des variétés importées de 5 pays. L'objectif, eh bien, c'est pour en faire une production industrielle, ce qui devrait aussi, par ricochet, réduire à terme le taux de chômage des jeunes. L'état des lieux dans ce dossier de Sylvain Aboudou. Dans cette construction destinée à la protection des plantes contre les attaques des ravageurs se trouvent des cannes à sucre importées du CIRAD en France. Ces plants étaient des boutures de 43 variétés
mise en essai par le Centre de recherche agronomique de la savane humide de l'Institut togolais de recherche agronomique de Kolokopé pour des tests d'adaptabilité aux conditions agroécologiques du Togo. 7 mois après, ces plans ont été à nouveau recueillis et multipliés sur ces sites à travers le repiquage où chaque parcelle représente une variété pour ainsi mesurer certains paramètres, notamment la vitesse de croissance et le taux de production de chacune des variétés. En moyenne, chaque variété était venue avec 6 boutures. Et ces 6 boutures-là ont été plantées dans 2 pots différents, à concurrence de 3 boutures par pot. Et après donc 7 mois de culture, ces boutures-là ont donné des plants. Et c'est ces plants-là qui ont été coupés et qui ont été transplantés au niveau donc de cette parcelle-là hors serre. L'ambition est d'assurer la bonne gestion des plants en vue de bien favoriser leur reproduction. À la levée, à peu près 1 mois après, on a eu des attaques de termites. Et là, nous avons opté à l'arrosage régulier parce qu'on a constaté que quand on fait une intermittence entre les arrosages, le parasitisme des termites augmentait. Et puis, à cette époque aussi, il y a eu des attaques des chenilles légionnaires sur la canne à sucre. Bon, comme on avait des produits spécifiques, très bons, c'est ces produits qu'on a utilisés. Le troisième problème qu'on a eu, c'était les attaques de souris. On a eu des souris qui ont sélectionné certaines variétés. Donc déjà, on a fait une hypothèse que ces variétés peuvent être très sucrées. L'hypothèse là sera confirmée avec les analyses du sol. Et pour un peu lutter contre ces souris, on a dû mettre en place 2 chats dans la collection. Et heureusement, on a pu lutter contre ces chenilles. L'initiative répond à la politique agricole entreprise par le gouvernement qui a opté pour la diversification des cultures. Et c'est dans ce sens que le projet de promotion de la canne à sucre a été identifié en vue de l'implantation d'une nouvelle industrie de transformation de la canne à sucre au Togo. Ces variétés, qui sont donc confiées à la savane humide de Kolokopé, vont être analysées au laboratoire. Ceci pour déterminer le taux de sucre et détecter les meilleures variétés qui seront mises à la disposition des producteurs pour une production à grande échelle susceptible de répondre à la demande du marché. D'ici fin mai, la récolte sera faite avec l'analyse de taux de sucre et tous les paramètres mesurés. Ça nous permettra alors d'aller vers l'outil et assurer également les tests d'adaptabilité, mais également la multiplication de ces variétés-là, jusqu'au point où on aura assez de matériel végétal qui permettra aux producteurs de commencer la production de la canne à sucre de façon industrielle dans cette zone ou dans l'agropole de l'outil. Des sites sont déjà identifiés dans l'outil pour cette production à grande échelle. Ceci dans la perspective de réduire le taux de chômage des jeunes et contribuer à la croissance économique du pays. Et pour une lutte plus efficace contre les crises alimentaires, il faut aussi des stratégies et de bonnes d'ailleurs. Le Togo se fait le bon élève dans le domaine à travers la formation de techniciens agronomes en agriculture organique régénératrice. Comment cela se fait? Eh bien, voici les précisions avec Sonia Amenipo. L'agriculture organique régénérative ou encore l'agroécologie est une des solutions envisagées pour la lutte contre la crise alimentaire dans les pays africains. C'est une pratique qui consiste à promouvoir des alimentaires viables, respectueux des hommes et de l'environnement. Ici, à l'INFA de Tové, les techniciens agronomes venus de plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe sont justement à l'école de cette pratique. Il s'agit de former ces acteurs sur les techniques de cette agriculture, la fabrication des composts et du biopesticide. Nous avons vu comment nous pouvons produire de la phosphite. La phosphite, c'est du phosphore, comment on peut brûler les eaux pour avoir le phosphate qu'on peut utiliser maintenant dans la composition de cet engrais organique. En formation agricole, nous n'avons pas eu assez de chance de faire ça. Et même sur le terrain, ce que je fais bientôt, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis sur le terrain, mais je n'ai pas encore vu ça. C'est une session de formation pratique qui voudrait qu'on renforce les capacités des différents acteurs à une compréhension sur ce que nous voulons de notre agriculture. Quelle est la finalité pour laquelle nous développons l'agriculture dans notre pays? Le défi aujourd'hui auquel nous faisons face, c'est de nourrir de manière quantitative et qualitative
les humains, il faut que les aliments que nous produisons soient de qualité, soient sains pour nous permettre de travailler et de participer effectivement à l'économie de notre pays. Cette formation est initiée par le Centre INADES Formation Togo en partenariat avec l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, AFSA. Elle rentre dans le cadre des actions du gouvernement visant à améliorer la production agricole au Togo. À l'issue des travaux, un plaidoyer sera fait pour les 3 prochaines années afin de diffuser les pratiques nouvellement acquises de ces expériences. Notre deuxième titre ce soir, la route Saint-Joseph, Kégué échangeur. Le sentiment, nous vous le disions, est tout soulagement. Les riverains s'expriment sur la reprise des travaux et l'état d'avancement du chantier. Une de nos équipes était ce lundi sur le tronçon. Elle y a rencontré des riverains. Vous allez les entendre dans ce reportage de Luc Assis. Il tourne en plein régime. Les catapillars et gros camions de l'entreprise chinoise CRBC chargés de la construction du boulevard Jean-Paul II. Entre-temps laissés à mi-chemin, les travaux de construction de ce boulevard qui rallie Lomé à la ville de Vaughan ont repris il y a de cela quelques mois déjà. Du collège Saint-Joseph à la hauteur du feu tricolore de Hidjranaoué, les travaux sont presque terminés. De là jusqu'à l'échangeur, contremaîtres et ouvriers s'activent pour rendre praticable la voie. C'est un bon plaisir pour nous parce que nous sommes dans le quartier très longtemps. Puisque moi je roule sur la moto, il y a toujours des petits trous comme ça qui nous dérangent. Ça c'est pour notre moto et à chaque fois on ne fait qu'arranger. Mais voilà que les travaux ont repris, donc ça nous fait plaisir. On aimerait voir même plus que ça. Puisque déjà quand vous allez un peu plus loin, vous allez vers Saint-Jean, vous allez voir que là-bas c'est amélioré. Quand nous arrivons là-bas c'est très bon. Moi je suis commerçant au marché acier. Donc je suis dans le quartier. Cette route qui sont en train de réhabiliter, ça nous plaît beaucoup parce qu'on va en profiter. Parce qu'on a beaucoup attendu ça. Donc maintenant ils sont en train de faire les travaux. Ça nous plaît beaucoup. Donc nous aussi on peut en profiter. Après la route, en profiter pour faire les petits kiosques, les petits prêt-à-porter à côté. Avant, il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de trous. Il y a beaucoup de poussière, de l'eau. Mais comme la route est on est en train de travailler là, par ce côté, bon, pour le moment, ça diminue un peu. Sans finir ça, ça va nous aider à rouler et à être à l'aise. Avant là, il y avait les trous, il y avait les poussières, trop de trous même. Mais comme ils ont commencé à Saint-Jean jusqu'à ici là, c'est un peu bon. Sinon à côté, si tu vas en allant vers Saint-Jean là, la voie de, comment on dit, côté droite là, c'est un peu bon. Mais je vois que si vous finissez là, tout sera bon. Ça peut nous aider à rouler bien, à gagner des clients aussi. Même si les travaux de l'entreprise CRBC sont tributaires de ceux de la CET et de la TDE, elle se déploie pour répondre aux attentes du gouvernement et des populations. Le ministère chargé des infrastructures et des transports met les bouchées doubles à travers des visites ponctuelles sur le terrain pour que les travaux soient bouclés le plus tôt que possible. Une fois terminés, les riverains seront soulagés et les activités sur cette voie reprendront de plus belle. Et le tracé des routes donne, vous le savez, de la valeur à la terre. Les litiges fonciers se multiplient aussi au même rythme. Pas toujours facile de les régler à l'amiable. La justice est souvent saisie par les différentes parties, d'où la responsabilité des juges. Et c'est ce dont on parle ce soir, Ekwesala, dans ce dossier de la rédaction. Double vente, absence de permis de construire, occupation illégale des réserves administratives, construction dans les zones inondables, les problèmes fonciers sont légion. Propriétaires terriens ou acquéreurs, le phénomène se vit à tous les niveaux. Devant les juridictions compétentes, des milliers de cas de litiges fonciers sont pendants et se heurtent à des réticences. Ce qui amène souvent le justiciable à croire simplement qu'il est laissé pour compte. Seules les parties conduisent l'instance. Ça veut dire que ce ne sont pas les juges qui vont provoquer, qui vont chercher des problèmes pour les traiter eux-mêmes. C'est les parties qui viennent vers les tribunaux, élèvent des prétentions, soumettent aux juges des demandes.
et les juges sur la base des preuves que les parties rapportent, le juge tranche. Lorsqu'un justiciable, qui après avoir introduit l'instance, saisit un avocat pour pouvoir conduire, l'assister, pour conduire sa procédure, il va voir un démarcheur, va voir des personnes pour l'aider, parce qu'un temps lui a demandé qu'il faut qu'il amène ceci pour qu'on l'aide. Si un justiciable se met dans cette situation-là, il ne va pas, à partir de quand, pourquoi il peut maintenant se plaindre. C'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. On ne peut plus maintenant parler de laisser pour compte. Alors si le juge se laisse tenter par des intérêts autres que l'intérêt des justiciables, l'intérêt du droit, à partir de ce moment, le juge devient véritablement un problème. Parce que le juge verse dans l'indélicatesse. Et c'est justement pour corriger cette indélicatesse dont il est question que l'inspection générale a été mise en place. Sa mission, faire l'audit et le contrôle du fonctionnement des tribunaux en matière de conflits liés au foncier. Nous inspectons tous les tribunaux, nous arrivons de façon inopinée sans que personne ne sache que nous arrivons. Maintenant, nous commençons le contrôle. Lorsque nous mettons en relief, en évidence, un dysfonctionnement mineur, par exemple un juge qui n'a pas rédigé sa décision à temps, il ne l'a pas rédigé à temps, ou le juge a rédigé, sauf que la décision, l'expédition n'est pas disponible, nous demandons au juge de régulariser. Donc lorsque nous mettons en évidence un dysfonctionnement majeur, que nous pouvons qualifier de faute professionnelle, nous rendons compte au garde des Sceaux par écrit, nous nous saisissons d'un rapport ou d'un compte rendu pour demander la conduite à tenir. Au vu de la pertinence des éléments articulés dans le rapport, le garde des Sceaux peut nous instruire à l'effet d'entreprendre une enquête prédisciplinaire. Si à l'issue de notre enquête, des faits sont avérés, nous transmettons le rapport au garde des Sceaux avec nos recommandations. Il appartient de la justice de juger de l'opportunité de saisir de ces faits. Il y a des cas où des magistrats traduits devant le CCM ont été relaxés, c'est-à-dire nous encourant avec une sanction. D'autres ont encouru des avertissements, d'autres ont encouru des blâmes, d'autres ont encouru des suspensions, même de 5 ans. Il y a eu des cas de radiation. Le juge est appelé à appliquer les règles et à rendre justice conformément à la loi. Pour cela, le corps judiciaire doit nécessairement œuvrer pour que les décisions rendues concourent à la paix sociale et à l'édification d'un état de droit. La justice est un facteur important dans l'édification d'un état de droit. Donc il est important que les juges prennent conscience de cette responsabilité et dans tout ce que nous serons amenés à faire, que nous en tenions compte. Je voulais dire aux juges que le rôle d'un juge, c'est de servir la communauté en assumant la tâche essentielle qui consiste à rendre justice conformément à la loi. Et les juges doivent s'efforcer à faire en sorte qu'il ait une confiance du public dans le système judiciaire et aux autres corps qui concourent à l'administration de la justice. Je les exhorte à s'acquitter de leurs charges, probité, impartialité et dans le respect des textes de loi. C'est dire que la justice met tout en œuvre pour amoindrir les dysfonctionnements quant au litige foncier au Togo. Une rencontre avec les juges et autres acteurs est prévue dans les jours à venir en vue d'une meilleure gestion des problèmes liés au foncier. La question foncière justement au cœur demain, mardi, d'une rencontre à Lomé sont concernés précisément les magistrats sur notamment la conduite des procès en matière de litige foncier. La politique et la tournée dans les 5 préfectures de la région du vice-président uni région centrale. Échange avec les comités de base nouvellement installés et les militants, les sujets évoqués, vision du parti, objectifs, les attentes de unir, les préoccupations des militants. Le compte rendu de Félix Essimdacha. C'est un parti qui a une vision et incarne des valeurs telles que le respect de la diversité culturelle et religieuse, la discipline, l'égalité entre les hommes et les femmes, pour ne citer que celle-là. Aussi, le parti UNIR, Union pour la République, s'est fixé des objectifs, en l'occurrence, consolider l'unité et la cohésion entre les Togolais dans leur diversité et surtout conquérir le pouvoir démocratiquement et l'exercer. Voilà autant d'informations que le vice-président du parti UNIR Région Centrale a voulu partager avec les militants à la base et les responsables des comités locaux de la préfecture de Tchaoudjo. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés entre fils de Tchaoudjo pour échanger, se pardonner
et voir, disons, ce que nous pouvons faire pour le futur. Alors le futur, c'est quoi? Nous avons des échéances qui arrivent. Nous devrons nous organiser avec tous les cadres de Tchaoudjon pour les victoires futures. La population est mobilisée et nous avons senti un certain engagement ferme des populations derrière le président du parti. Vu l'environnement sociopolitique actuel, tout le monde sait que au niveau de l'état-major de chaque parti, il y a eu bousculade. Et donc notre premier défi, c'est de reconsolider l'enracinement de notre parti UNIR dans notre préfecture en particulier et bien sûr dans tout le pays en général. Le président du groupe parlementaire UNIR, le député Christophe Barum Heko Tchao, cadre de la région prenant la parole, a rappelé aux militants rassemblés l'importance de la paix pour le développement de la région centrale et du pays dans l'ensemble. C'est pourquoi il exhorte chacun à cultiver cette paix dans tous les actes au quotidien et à entretenir de bonnes relations avec les autres, car pour le parti UNIR, le Togo reste un et indivisible. Salle comble à Tchamba, espace trop exigu donc pour contenir les militants de la préfecture de Tchamba. Des militants venus pour écouter le message dont est porteur le vice-président du parti UNIR Région Centrale à l'endroit des comités locaux nouvellement installés et à l'ensemble des militants. Les structures que nous venons de mettre en place ont besoin des conseils, ont besoin de savoir comment fonctionner. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes là, pour échanger avec les différents comités et leur donner un certain nombre d'orientations, leur rappeler les valeurs de notre parti et les objectifs surtout du parti. Et en même temps, aujourd'hui il y a beaucoup d'interrogations sur le dialogue, sur la grève des enseignants et tout ça. Nous avons profité pour donner un certain éclairci sur ces différents problèmes. 2018 est une année électorale et remporter ces élections de manière démocratique et transparente est ce dans quoi s'investit le parti. Pour réussir ce pari, il faut l'engagement de tous ceux-ci à tous les niveaux, notamment les hameaux les plus reculés où résident tout Togolais. Les militants mobilisés ont donc été invités à investir le terrain dès à présent, car disent les cadres qui voyagent loin ménagent sa monture. À l'étranger, nous l'annoncions, quelques 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants en Égypte, appelés aux urnes depuis ce lundi, premier jour du scrutin présidentiel qui s'étale sur 3 jours. 3 candidats dont le président Abdel Fattah al-Sisi briguent les suffrages des électeurs. Les opérations de vote sont sous haute surveillance. En Sierra Leone, l'incertitude règne sur la tenue ou non demain, mardi 27 mars, du second tour de la présidentielle après l'arrêt des préparatifs du processus électoral ordonné samedi par la Haute Cour à la suite d'une enquête d'un juriste du parti au pouvoir concernant des allégations de fraude. La Commission électorale nationale a stoppé ses travaux jusqu'à la décision de la Haute Cour attendue toujours ce lundi. En rappel, dimanche dernier, la mission d'observation de l'Union européenne a tout de même déployé ses équipes sur le terrain tout en évitant la question d'un éventuel report lors de son point de presse. La société civile se dit préoccupée par la situation et appelle au maintien du scrutin à la date prévue. Au Nigeria, une centaine d'écolières enlevées par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays sont enfin réunies avec leurs familles. Elles viennent de passer 5 semaines en captivité. À bord de ces camions, les filles de Dapchi officiellement retournées à leur famille après près d'1 mois de captivité. Les écolières avaient été victimes d'enlèvement le 19 février dernier dans leur internat au nord-est du Nigeria par les militants de la secte djihadiste Boko Haram. La cérémonie a vu la présence des plus hauts responsables politiques nigérians. Boko Haram terrorists themselves brought back. Les terroristes de Boko Haram les ont ramenés là où ils les avaient enlevés, suite aux accords qu'ils ont conclus, plutôt avec nos négociateurs. Nos négociateurs ont respecté les négociations et ensuite tout s'est bien passé. Au total, 105 des 111 étudiantes ont formellement été remises à leurs parents. J'ai Hadiza, Meissel, ma fille,
Hadiza Ali, ma petite fille. Par la grâce de Dieu, je les ramènerai à l'école parce que je connais l'importance de l'éducation. Je suis instruit et je continuerai à donner une éducation à mes enfants. Le ministre nigérian de l'Information, Laïd Mohamed, a déclaré que la libération des écolières avait été rendue possible grâce à des négociations menées avec les insurgés. Le président de l'Association des syndicats d'enseignants a exhorté les parents à continuer de scolariser les jeunes filles. J'ai demandé aux parents que ce ne soit pas un cordon pour empêcher nos enfants, en particulier les plus jeunes, d'aller à l'école. Parce que c'est une épreuve que Dieu nous envoie pour voir comment nous, les parents, les recevrons. C'est depuis 2009 que le groupe djihadiste Boko Haram mène une insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria qui a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés. Le Nigeria, commentaire de Sergine Raimondo présenté par Yasmine Kodia. Retour chez nous au Togo a signalé ce geste d'appui du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, geste d'appui à 2 ONG, tous ensemble engagés dans la cause du développement et l'épanouissement des populations les plus démunies, du matériel informatique et de bureaux, des accessoires pour faciliter et faire booster les actions de ces ONG sur le terrain. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de l'institution à Lomé. Kwasiglé, Carmel Madjiakapo. PNUD s'engage à soutenir les actions menées dans le cadre de la protection des populations à la base. Du matériel informatique et bureautique pour soulager et faciliter les actions de 2 ONG de la place. Il s'agit des ONG Afrique Solidarité Internationale Asie Togo et Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions RAPA. Ce matériel vient, selon les bénéficiaires, alléger la tâche au personnel de ces structures. Nous agissons sur le terrain avec des moyens très limités. Vraiment, la force de notre ONG, c'est plutôt l'engagement bénévole de ses membres. Nous sommes sur une thématique qui est un peu sensible, celle de l'usage des substances psychoactives, c'est-à-dire la drogue et l'alcool. C'est une thématique qui est assez nouvelle et pour laquelle il y a très peu de fonds mobilisés. Nous sommes vraiment ravis aujourd'hui, nous sommes vraiment très émus. C'est un défi que le PNUD est en train de nous lancer parce que c'est lui qui te soutient, il veut que tu ailles de l'avant. Et donc cela signifie que nous devons travailler encore davantage sur le terrain pour que les occasions à venir, qu'on puisse dire que le don que nous avons reçu, on en a fait bon usage. Le PNUD compte à travers ce don accompagner le gouvernement dans ses différents programmes et projets de développement communautaire. Il était important pour nous d'apporter un soutien aussi modeste soit-il à des ONG qui ont décidé de se focaliser sur des groupes qui sont extrêmement vulnérables et qui sont fortement stigmatisés. C'est important pour nous de travailler avec des organisations de cette nature qui prolongent un peu l'action de l'État sur le terrain. Créée en 2013, l'ONG RAPA apporte son soutien aux personnes ayant une addiction avec la drogue. Et l'ONG Asie Togo, de son côté, accueille et apporte des soins aux jeunes filles et aux personnes vivant avec le VIH. C'est aussi que l'association pour tous pour l'Union a renouvelé son accompagnement aux élèves de certaines localités aux différents examens. Elle a établi des cartes d'identité scolaire pour permettre à ces élèves d'accéder le moment venu aux salles d'examen. Ces documents viennent d'être distribués aux bénéficiaires dans la région Kara. Nestor Moujou pour le compte rendu. Des cartes scolaires numérisées pour les élèves des classes d'examen des collèges et lycées de la région de la Kara. Ces pièces ont été établies gratuitement par l'association TPU, Tous pour l'Union, qui exécute ainsi depuis 7 ans un projet conçu pour porter assistance aux élèves dont les parents éprouvent des difficultés à leur donner tout ce qu'il faut pour leurs études. Dans la région de la Kara, ce sont plus de 35 000 élèves qui ont été recensés pour bénéficier de cette opération d'établissement de cartes. C'est pour faciliter dans un premier temps l'accès à la salle à tous ces bénéficiaires, qu'ils aient cette carte à temps pour que psychologiquement ils soient stables pour faire face aux épreuves. Également, c'est un moyen par lequel nous sympathisons avec eux. 35 183 cartes ont été distribuées pour la région de la Kara. Pour toute l'étendue du territoire, nous avons 67 642 cartes. Et c'est une joie qui nous anime d'avoir atteint ce score. L'association continue ses œuvres
Et nous voudrions à l'avenir aider les terminalistes à avoir le certificat de nationalité. Avant la remise des documents aux bénéficiaires, l'association TPU a entretenu ses bénéficiaires sur la nécessité de cultiver le civisme et la citoyenneté autour d'eux. De la musique pour refermer cette édition du soir, c'est en fait un concours pour des groupes musicaux lancé samedi dernier à Lomé. Les nôtres doivent célébrer, comme le dit le concours, la paix et le vivre ensemble. Les précisions, Ekwesala. La musique, vecteur de messages, l'association des jeunes engagés pour la paix AGEP veut s'en servir pour mieux sensibiliser sur les valeurs de paix et du vivre ensemble au Togo. Le concours national des groupes musicaux a été lancé dans ce sens. Pour le compte du Grand Lomé, 30 groupes musicaux vont rivaliser leurs talents autour du thème « La musique au service de la paix ». L'objectif de ce concours est de réunir en fait le public autour d'une question. Cette question-là, c'est comment aider la jeunesse à pouvoir s'activer pleinement pour la paix dans son pays. Nous savons que plusieurs sont des activités qui sont menées pour pouvoir rassembler les jeunes. Et donc cette activité est allée dans le but de pouvoir rassembler ces jeunes-là et leur livrer le message de paix que nous avons. Let's come together, donnons-nous la main. Let's come together, donnons-nous la main. Le rock, le reggae ou le gospel, tous les genres musicaux sont pris en compte par cette compétition. La finale de l'étape de Lomé est prévue pour le 14 avril prochain à la Maison des Jeunes à Amadahome. 3 lauréats seront retenus pour affronter les autres finalistes des 5 régions du pays lors de la grande finale. L'objectif est d'accompagner le gouvernement dans la sensibilisation sur les valeurs civiques et citoyennes pour une paix durable au Togo. Africa, Togo. De la musique, ça fait toujours du bien. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Agadji dans l'amour et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle fin de soirée chez vous.